Amis résistants, en ce vendredi 21 juin, je voudrais vous parler peut-être de ce qui est l'écume des choses, mais qui est quand même importante en ce moment, c'est de politique. L'important est ailleurs. Si vous appreniez aujourd'hui que l'un de vos proches ou vous-même est atteint d'une maladie incurable, que représenterait la marche du monde? La politique, les combats des partis, les élections, ça passerait bien après. Et j'ai toujours une pensée pour le regretté François Cavanagh qui avait écrit ce petit opuscule qui en dit long, Stop, crève. Et il disait l'important, c'est pas de remplacer, c'était à l'époque, Giscard par Mitterrand, c'est de faire reculer la maladie, la souffrance et la mort. C'est ça qui est important pour chacun de vous, c'est-à-dire pour tout le monde. Néanmoins, il arrive parfois qu'à défaut de s'occuper de politique, c'est la politique qui s'occupe de vous, comme le disait Thomas Legrand, journaliste sur France Inter, radio de service public, puisqu'il y a encore un service public pour le moment, et que toute la presse n'est pas, et je dis cela, c'est pas du tout par hasard, sous la coupe d'un Bolloré qui transforme l'information en propagande. La politique se rappelle à nous. Le président de la République a, dans un geste de caprice et peut-être de pulsion, dissout précipitamment l'Assemblée nationale, précipitamment, en empêchant, c'était son objectif, les partis politiques de résistance de s'unir pour faire face à ce qu'il souhaitait lui-même, c'est-à-dire un chaos et un échec de certains adversaires politiques qui d'ailleurs ne sont pas de vrais adversaires économiques, puisque s'ils étaient au pouvoir, ils feraient la même politique que lui en matière économique. On n'a jamais vu dans l'histoire un gouvernement d'extrême droite faire une politique contre les lobbies, contre le business, contre l'affairisme et en faveur des petites gens. Ça n'a jamais existé. Alors j'en arrive à la politique. Vous allez élire des députés les 30 juin et 7 juillet. Évidemment, c'est très important. C'est très important parce qu'il peut se passer des choses inédites dans ce pays. Deux choses peuvent se passer, pas trois. Je ne suis pas un homme politique et je ne vais donc pas vous annoncer que ceux pour qui je vais voter vont gagner. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Deux possibilités se présentent. Soit la France tombe à nouveau dans l'obscurantisme de l'extrême droite, soit il n'y aura pas de majorité au Parlement, ce qui serait préférable parce que le pire n'est jamais souhaitable. En effet, la Macronie, les amis de M. Macron n'ont aucune chance d'être majoritaire, ni d'une majorité absolue de 189 députés, n'est-ce pas, c'est ce qu'il faudrait pour être une majorité absolue, soit même d'être une majorité relative comme il l'était. Ils seront supplantés, à l'évidence, par les deux autres formations, celle de gauche et celle d'extrême droite. L'extrême droite aura-t-elle la majorité absolue? Je pense qu'elle ne le souhaite pas vraiment, parce que leur objectif, c'est de gagner la présidentielle de 2027 et qu'ils ne souhaitent pas s'user en allant au gouvernement où ils devraient montrer ce qu'ils ne feront pas et qu'ils avaient promis évidemment. Et soit il n'y a pas de majorité du tout, ce qui serait un peu inédit dans notre 5e République, soit il y aura cette majorité d'extrême droite. Pendant un an, le président de la République ne peut plus utiliser l'article 12 de la Constitution qui lui permet de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc pendant un an, il devra se débrouiller avec une Assemblée difficilement gouvernable. Si l'extrême droite gagnait, qu'en résulterait-il? La France est-elle menacée de fascisme? Je crois que là, je dois répondre d'une manière scientifique, comme j'essaie toujours de le faire, d'une manière objective, d'une réflexion de la science politique. Définissons les termes, si vous le voulez bien, et échappons à ce que fait la presse Bolloré, qui use de l'injure, de l'invective à longueur de temps contre leurs adversaires, en déformant les faits, car c'est ce qui caractérise le plus l'extrême droite, c'est sa capacité de mentir, de déformer les faits, et c'est très net, on l'a vu aux Amériques du Nord et du Sud, où Trump a vécu sur les fake news
et sur la manipulation de l'opinion américaine, ou Bolsonaro au Brésil, ou d'autres partis d'extrême droite à travers le monde. C'est une caractéristique qu'ils ont. Ils injurient ceux qui ne pensent pas comme eux. Alors moi, je ne vais pas faire la même chose. C'est que le mot fascisme est devenu une injure, suite à l'effondrement des régimes autoritaires qui ont ensanglanté le monde lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais le fascisme, ce n'est pas une injure en soi, c'était une doctrine politique. Laquelle? Celle de Mussolini et des universitaires, parce qu'il y avait des intellectuels qui l'ont soutenu, qui ont défini un régime qui a gouverné l'Italie de 1922 à 1944. Qu'est-ce qui caractérisait la pensée fasciste d'origine, celle d'Italie, celle de Mussolini? Pas le racisme, non, mais un nationalisme exacerbé et le goût d'un État fort dans lequel un homme dirigeait tout, le duce. Et le principe du fascisme tient à une phrase, qui se dit bien sûr en italien, puisque le fascisme est italien, il duce ha sempre ragione, ce qui veut dire le chef a toujours raison. Et ça caractérise le fascisme italien, qui n'est pas un mouvement raciste, qui est un mouvement ultranationaliste, violent, qui assassinait ses opposants et qui faisait régner l'ordre. C'était des gens qui aimaient l'ordre et l'État. Le sens de l'État, le sens de la nation et le sens d'un chef inspiré, d'un chef dynamique qui allait conduire le peuple italien à redevenir les Romains et faire de la Méditerranée, Mare Nostrum, leur mer, comme pendant l'Empire romain. Et de ce fascisme italien a découlé d'autres fascismes avec d'autres caractéristiques. Le peuple allemand s'est doté d'un Führer qui, lui, a introduit une notion ethnique, raciale, dans son fascisme, qui est devenu un fascisme à caractère extrêmement racialisé. Et le principe du nazisme était légèrement différent. Il se dit en allemand « Du bist nichts, dein Volk ist alle », ce qui veut dire en allemand « tu n'es rien, du bist nichts, dein Volk ist alle », ton peuple est tout. Et l'individu doit s'effacer devant la race, devant le peuple racialisé. C'est le principe du nazisme, qui est légèrement une déviance du fascisme italien. Et puis nous avons vu des extrêmes droites s'installer en Espagne, notamment grâce à Mussolini et à Hitler qui sont intervenus dans la guerre d'Espagne entre 1936 et 1939, permettant la victoire de Franco. Alors Franco, lui, s'est plutôt appuyé sur l'Opus Dei, c'est-à-dire un catholicisme très réactionnaire, très passéiste, très dur, mais sans dimension ethnique, à la différence du nazisme, et sans ce côté flamboyant qu'avait Mussolini, qui voulait galvaniser les Italiens et en faire des Romains. Franco voulait tout simplement instaurer l'ordre monacal, l'ordre des sacristies et les principes du vieux catholicisme de l'Opus Dei. Le salazarisme au Portugal était de la même inspiration. Donc vous voyez qu'il y a eu dans l'histoire des variantes entre ces extrêmes droites. Et puis le temps a passé. Et les nouvelles extrêmes droites d'aujourd'hui sont à la fois des filiales de ces fascismes d'origine, mais avec des divergences, là aussi avec des différences tout simplement nées d'une différence de l'époque. Les technologies d'aujourd'hui, la science d'aujourd'hui n'est pas la même. Donc nécessairement, les chemises noires ne vont pas marcher sur Rome. On n'en est pas là. Et dans vos rues, vous n'avez pas des SA qui défilent au pas cadencé. Il n'y a pas de retraite au flambeau le soir dans nos villes pour célébrer un nouveau Führer. Pas du tout. Nous sommes au XXIe siècle. Mais il y a des extrêmes droites. Et ce qui les caractérise, eh bien, c'est certains points communs avec cette historique. D'abord, un certain ethnicisme. Les extrêmes droites du XXe siècle, y compris en France, parce qu'il y avait des mouvements d'extrême droite qui ont pris le pouvoir à l'occasion de la défaite de 1940, se caractérisaient par un antisémitisme. Le bouc émissaire de l'époque des extrêmes droites, c'était le juif. Maintenant, c'est plus le juif, c'est l'arabe. C'est d'autant moins le juif
que l'État d'Israël s'est doté d'un gouvernement lui-même d'extrême droite, qui casse beaucoup d'Arabes, qui ont tué des dizaines de milliers, donc ça ne déplaît pas trop à l'extrême droite d'aujourd'hui, qui casse plutôt de l'arabe que de casser du juif. Bon, c'est pas mieux, parce que pour moi, les juifs, les arabes, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est les humains. Bah, moi, je reconnais, en tant que biocentriste, je reconnais qu'une catégorie d'hommes sur la Terre, des humains. C'est tout. Bon, bah, ça, chacun est libre de se reconnaître ce qu'il veut, par ailleurs. Mais on n'a aucune raison de tuer des gens parce qu'ils se reconnaissent tel ou tel. Bon, bref, l'extrême droite, maintenant, c'est l'arabe. Et ils fondent leur fonds de commerce électoral sur cette peur, la xénophobie. Donc l'immigration, les étrangers qui viennent manger le pain des Français, comme l'aurait dit Fernand Reynaud dans un sketch célèbre qui date déjà d'il y a une cinquantaine d'années. Les étrangers mangent le pain des Français, ce sont des parasites, ils foutent rien, voilà, ça c'est le thème, exprimé d'une manière parfois un peu moins crue, mais c'est sous-entendu, de l'extrême droite actuelle. Donc vous voyez, on retrouve un point commun avec les anciens d'extrême droite. Il y a ce goût aussi de l'autorité. D'ailleurs, les extrêmes droites ont toujours aimé les régimes autoritaires. En 1939, ils ne voulaient pas mourir pour Danzig, donc défendre la Pologne. Maintenant, ils ne veulent pas mourir pour Kiev et ont des faiblesses pour M. Poutine. Bon, parce que c'est un dictateur, parce qu'il a supprimé les libertés, parce qu'il assassine ses opposants, parce qu'il emprisonne ceux qui lui déplaisent, et parce qu'il fait régner un régime autoritaire. Donc ça plaît, ça plaît. Alors évidemment, ils ne le disent pas aussi ouvertement, mais c'est sous-entendu. L'extrême droite n'aime pas la sensiblerie, n'aime pas l'humanisme, n'aime pas le care, ce qu'on appelle le care en anglais, c'est-à-dire le soin. Donc ils n'aiment pas quoi? Ils n'aiment pas l'écologie. Parce que l'écologie, ça se soucie du bien de la maison, ça se soucie de la biodiversité, ça se soucie de la santé publique. Pas du tout. Il faut se soucier des profits. Que le business, que l'agro-business, que l'agrochimie puisse faire des profits, que la FNSEA puisse installer des usines à viande où il y aura 150 000, 200 000, 300 000 poules entassées, des élevages concentrationnaires. Donc, à bas les normes. Plus de normes, ni pour la protection de la santé, ni pour la protection animale. Ils sont viscéralement anti-animalistes. D'ailleurs, je renvoie ceux qui en douteraient sur l'excellente étude qu'a fait nos amis de L214, qui a, sur le plan politique, classé les hommes politiques et attiré votre attention sur les dangers de cette extrême droite pour la cause animale, sur laquelle ils sont vent debout contre toute mesure d'amélioration, toute mesure de restriction. Ils ne veulent pas interdire la tauromachie. C'est des saines traditions à caractère franquiste. Vive à la muerte. Il faut absolument que l'homme apprenne à dominer sa peur tout simplement de la sensibilité. Voir souffrir un animal, oui, c'est très bien, ça endurcit les gens, ça prépare à la guerre. Donc ce sont des valeurs viriles, c'est des valeurs d'extrême droite. Et donc ils sont pour la tauromachie, comme ils sont pour la chasse, qui est un ersatz de guerre, là aussi, avec tout son rituel. La chasse est un loisir d'essence fasciste. Je ne dis pas que les chasseurs sont tous des fascistes, non, mais c'est un loisir d'essence fasciste, avec son rituel, les armes à feu, le côté on part à la guerre le dimanche matin pour aller tuer le lapin ou le cochon, mais c'est un rituel qui est d'essence fasciste. Donc ça plaît à l'extrême droite qui défend ses traditions, comme ils défendent les pesticides pour des raisons de profit. Et on a vu dans tous les régimes d'extrême droite, notamment c'était très net aux Amériques, où ils ont pris le pouvoir. Au Brésil, c'était un désastre. Bolsonaro, il a tout autorisé au point de vue pesticides pour permettre à l'agrobusiness, qui le soutenait, de prospérer au détriment de la santé publique. Nous sommes menacés par des gens qui le disent. On veut supprimer les normes, on veut supprimer tout ce qui garantit la santé publique, on veut libéraliser l'économie. Alors moi, je dois le dire, je ne suis pas un homme politique, mais il faut le savoir. Le 30 juin, le 7 juillet, ne l'oubliez pas. Moi, je suis du parti de la nature. Je suis pour la nature, je suis pour le vivant. Et dans la mesure où des gens font la guerre à l'écologie, mais en même temps ils font la guerre à la liberté, aux droits de l'homme. Ils veulent nous retirer de la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ils contestent le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. Ils refusent à la justice le droit de limiter l'arbitraire du pouvoir politique. Ils ne veulent pas le gouvernement des juges. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le gouvernement d'un Führer, même si c'est un petit Führer. Ils veulent le gouvernement d'un parti, d'où ils veulent toutes les clés du pouvoir. Ils veulent, comme ils le disent d'ailleurs, les clés du camion. C'est-à-dire pouvoir tout faire, pouvoir tout diriger
parce qu'ils savent très bien que demain, ils feront la guerre aux associations, ils feront la guerre aux lanceurs d'alerte, ils feront la guerre à tous ceux qui osent s'opposer aux intérêts économiques qu'ils servent. La démocratie est en danger, la liberté publique est en danger, la nature est en danger. Alors, moi qui ne suis pas un homme de parti, si ce n'est celui de la vie, je vous dis, attention. Si je parle de résistance depuis des années, c'est pas pour vous inviter à sortir les fusils et les grenades de la paille. Ils en seraient bien trop contents d'ailleurs, parce que détruire leurs ennemis, parce que nous sommes des ennemis pour eux. Nous ne sommes pas des adversaires, nous ne sommes pas des partenaires éventuels, nous sommes des ennemis. Tous des rouges, tous des terroristes, tous des éco-terroristes. Même si nos militants n'ont jamais fait que quelques graffitis, ou s'en prennent aux méga-bassines de la FNSEA, ou dénoncent tel ou tel projet autoroutier, ça devient du terrorisme. Et ils n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir bâillonner, incarcérer, supprimer ceux qui les dérangent, supprimer les voix discordantes. D'où le fait qu'ils veulent vendre tous les médias à des Bolloré qui feront de la propagande et qui osent de l'injure à l'encontre des adversaires au lieu d'argumenter. Alors moi je dis non, ce ne sont pas des fascistes au sens mussolinien du terme. Il n'y en a pas le côté clinquant, le côté grandiose, c'est autre chose. C'est plutôt, pour prendre une métaphore animalière, les militants d'extrême droite de nos jours ne sont pas des loups, comme l'étaient leurs prédécesseurs. Ce sont plutôt des moutons enragés, des grincheux, des gens aigris, des gens pas contents, des gens en colère, qui veulent tout simplement casser le jouet qu'est la démocratie pour dire bon, on n'a pas essayé. Si vous avez essayé entre 1940 et 1944. Alors évidemment, ils ne vont pas faire les lois d'Arquet de Pellepoix. Je connais bien l'histoire, vous savez. C'est pour ça que je n'ai pas envie qu'on la revive. Ils ne vont pas refaire les mêmes lois, ils ne vont pas refaire les mêmes choses. Leurs adversaires ne sont pas les mêmes. Mais les réflexes seront les mêmes. Le fond idéologique sera le même. Amis, soyez résistants dans la pensée, dans l'intelligence, dans la réflexion, dans le débat des idées. C'est ça la résistance d'aujourd'hui. C'est de dire les faits, les faits, les faits. La vérité, les faits et l'analyse objective de la situation. C'est en cela que je vous appelle à être résistant. Pas, surtout pas dans la violence, car ça, ils l'instrumentalisent, ils s'en servent. Amis résistants, à la prochaine fois. J'espère qu'on pourra encore s'exprimer.